Effectivement, c'est assez intimidant de brosser la filmographie d'un réalisateur en une dizaine de minutes en sa présence. Donc, je vais essayer d'être le plus efficace possible. Alors, Pierre Salvadori, je n'oserais pas vous appeler Pierre Salade de riz. Ceux qui ont vu le film hier soir comprendront la référence. Vous êtes né en novembre 1964 en Tunisie, de parents d'origine corse. Salvadori, en effet, c'est un nom assez répandu sur l'île de Beauté. Vous avez passé votre enfance à Santo Pietro di Venaco, un petit village près de Corte, agrippé au relief corse. Vous avez assez rapidement déménagé à Paris avec vos parents, mais vous êtes revenu fréquemment dans ces paysages montagneux de la Corse. Ces lieux que l'on devine si importants pour vous, vous les avez finalement assez peu filmés en 9 longs métrages. Vous n'y avez posé qu'une seule fois vos caméras pour Comme elle respire, votre 3e film. Et encore, c'était pour les 15 dernières minutes du film. Il faudra attendre votre 10e et dernier long métrage en date, La Petite Bande, pour que vous tourniez un film entièrement en Corse. On pourrait s'en étonner, mais finalement, c'est assez logique. Il vous fallait peut-être une fiction qui met des enfants au premier plan, et La Petite Bande est d'ailleurs votre seul film avec des enfants pour personnages principaux, pour pouvoir revenir vers les paysages de votre enfance. Je sais assez peu de choses sur votre formation professionnelle, et je serais d'ailleurs d'en apprendre un peu plus là-dessus. Votre fiche Wikipédia nous dit laconiquement « Il suit des cours de cinéma ainsi qu'une formation de théâtre ». En grattant un petit peu, j'ai cru comprendre que vous aviez fait du stand-up. Alors, contrairement à beaucoup de cinéastes, vous vous êtes donc confronté au jeu d'acteur. Vous avez d'ailleurs joué quelques rôles chez d'autres réalisateurs, parallèlement à la création de vos films. On vous a vu récemment, par exemple, dans Planétarium. On peut voir ici des images. Vous jouez d'ailleurs en réalisateur. Et plus récemment aussi dans Un amour impossible de Catherine Corsini. Ça n'a l'air de rien, mais un réalisateur qui a fait l'acteur ne peut être que plus proche de ses comédiens. On sent dans vos films un vrai respect pour vos acteurs et vos actrices, ne serait-ce que par les magnifiques dialogues que vous leur composez. Une admiration sincère aussi pour eux. Votre mise en scène a toujours soin de les magnifier, de les pousser à leur plein potentiel. José Garcia, je trouve, n'a jamais été aussi juste que dans Après vous, que vous avez réalisé en 2003, et Nathalie Baye aussi rayonnante que dans De vrais mensonges, sorti en 2010. Vous avez aussi l'art de sculpter les talents encore bruts. Et ici, il faut évoquer Guillaume Depardieu et Marie Trintignant, qui n'ont peut-être pas commencé le cinéma avec vous, mais que vous avez contribué à révéler pleinement. Ils ont tourné dans vos 3 premiers films, Cible émouvante, 1993, Les Apprentis, 1995, et Comme elle respire, 1998. Et Guillaume Depardieu apparaît également dans Les Marchands de sable, sorti en 2000, votre 4e film. À les voir à l'écran, encore au début de leur carrière, on ne pouvait plus douter qu'ils allaient devenir les acteurs les plus importants de leur génération. Malheureusement, la vie sera cruelle envers eux, mais malgré leur destinée tragique, ils restent toujours encore un peu vivants dans votre cinéma. Et on ne peut s'empêcher de retrouver dans le jeu et les traits d'Audrey Tautou, qui a tourné 3 fois avec vous, Hors de prix, De vrais mensonges et En liberté, l'espièglerie et la malice de Marie Trintignant, et chez Pio Marmaille, qui vous accompagne dans chacun de vos films depuis Dans la cour, sorti en 2014, il y a cet air d'écorché vif, cette sensibilité, cette maladresse qui nous plaisait tant chez Guillaume Depardieu. Si l'on fait maintenant un plan panoramique sur toutes vos réalisations, un genre domine l'ensemble, la comédie. Sur vos 10 longs métrages, 9 sont des comédies. Vous avez fait une incursion en 2000 vers le drame avec Les Marchands de sable qui tourne autour du milieu des trafiquants de drogue à Paris. Il faut également citer votre collaboration en 2021 à la série dramatique En thérapie dont vous avez réalisé plusieurs épisodes. Pour le reste, la comédie est indéniablement votre genre de prédilection. Vous en avez exploré toutes les nuances, la comédie romantique avec Hors de prix, sorti en 2006, et De vrais mensonges, sorti en 2010, la comédie dramatique avec Dans la cour, et la comédie burlesque et policière dans En liberté. Et on peut même voir des éléments de comédie noire avec Cible émouvante et Après vous. Vos comédies se rapprochent de la comédie sophistiquée américaine et de la screwball comedy, ces genres qui apparaissent dans les années 20 dans le cinéma hollywoodien et qui prennent leur plein essor dans les années 30. Vous citez d'ailleurs plusieurs réalisateurs emblématiques de ces genres comme des références, Ernst Lubitsch, Grégory Lacava, Billy Wilder et beaucoup d'autres. Dans ce style de comédie raffiné, on cultive un goût pour la langue et les dialogues élégants, souvent en milieu mondain. Et il y a dans votre cinéma un véritable amour des mots. À travers ce goût pour ces genres qui mettent en avant les dialogues et la finesse d'écriture, vous marquez votre méfiance pour le naturalisme. La vraisemblance ne vous intéresse pas. Vos personnages parlent souvent de la même façon, en dépit de leur milieu social. Vous ne cherchez pas la vérité sociologique, mais la vérité psychologique. L'importance du texte chez vous n'est pas à voir comme une forme de préciosité langagière ou comme une crainte de la spontanéité. D'ailleurs, vous vous méfiez de la spontanéité.
Il y a une scène d'ailleurs dans Liberté qui le prouve. Lorsqu'Antoine sort de prison, où il a été incarcéré de manière injuste, lorsqu'il sort de prison au début du film, il surprend sa compagne Agnès qui croyait qu'il sortait quelques heures plus tard et qui voulait être à la sortie de prison pour l'accueillir. Elle est encore chez elle, elle fait le ménage. Sa réaction surprise va prendre le pas sur la joie des retrouvailles. Elle est déçue d'elle-même et de l'image qu'elle renvoie à Antoine. La spontanéité n'est pas l'expression de la vérité. Elle va alors, à la manière d'une réalisatrice, faire rejouer à Antoine son arrivée dans la maison. Elle y prendra tellement de plaisir qu'elle refera la prise plusieurs fois, avec des indications différentes, à la manière d'une réalisatrice. C'est donc par un artifice, par la reprise, par la remise en scène de ce retour, qu'elle parvient à exprimer pleinement sa joie du retour d'Antoine. Et l'arrivée de la musique, lors du 3e retour, marque bien cette arrivée de l'émotion, du romantisme grâce à la reprise. C'est donc en peaufinant, en préparant, en construisant qu'on parvient à la vérité. C'est la même chose avec vos dialogues. Ces dialogues sont un moyen d'accéder à l'intériorité des personnages. Par le dialogue, les personnages dévoilent leurs sentiments aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Le dialogue doit retranscrire le sentiment en train de naître. Et je repense à cette très belle scène de dialogue dans En Liberté, avec le couple formé par Audrey Tautou et Pio Marmaille, avec ce jeu de répliques en ping-pong, où Pio Marmaille dit « Tu es inquiète parce que je suis tendu » et Audrey Tautou répond « Tu es tendu parce que je suis sévère » et de répondre « Tu es sévère parce que je te cache ce que je suis, parce que je te mens ». Elle répond « Oui, mais tu mens parce que je te fais pas confiance, parce qu'au lieu de te regarder, je te surveille. » Et lui répond « Tu me surveilles parce que tu m'aimes. » Ce jeu d'anadiplose où l'on corrige les défauts de l'autre permet de préciser son sentiment et de parvenir à l'expression la plus vraie de celui-ci. Vous prenez donc le meilleur de la comédie sophistiquée, de la screwball comédie, tout en la régénérant, je trouve, avec des inspirations dans la comédie sociale à l'italienne des années 50, autre source d'inspiration pour vous. Et comme chez Mario Monicelli, Luigi Comencini ou Dino Risi, vous aimez les personnages marginaux, déclassés, qui tentent avec beaucoup de naïveté des coups assez risqués et assez foireux pour s'en sortir. Je pense à François Cluzet et Guillaume Depardieu en voleur amateur dans Les Apprentis, à José Garcia en suicidaire amoureux dans Après vous, à Audrey Tautou et Gad Elmaleh en courtisan de luxe sur la Côte d'Azur dans Hors de prix, et à Gustave Kervern en gardien d'immeuble dépressif dans le film Dans la cour. On essaye très souvent de devenir autre dans son cinéma pour se rêver meilleur. En ce sens, vos films croisent la route de quelques comédies emblématiques de Gérard Houry, de Philippe de Broca, je pense au Cornio, à L'Homme de Rio, au Magnifique. Chez vous, il faut travestir le réel, ne serait-ce que pour le rendre plus intense, quitte à mentir. Et on peut revenir sur le motif du masque qui parcourt en filigrane votre filmographie. On a ça dans Comme elle respire, dans En Liberté et dans votre dernier film La Petite Bande. Il y a cette idée du mensonge qui peut être, le mensonge d'ailleurs, est peut-être le dénominateur commun à tous vos films. Et pour vous, c'est même l'essence de la comédie. Je vous cite d'ailleurs dans un entretien que vous avez donné à Positif à l'occasion de la sortie d'En Liberté. Il y a toujours une dissimulation de la vérité dans la comédie. On confie un secret au spectateur et celui-ci, c'est quelque chose qu'un personnage ignore. C'est l'ironie dramatique. La comédie est l'apologie de la vitalité et j'ai compris que le mensonge est la vitalité même. C'est ce qu'on utilise pour arranger la vie. J'ai le sentiment qu'au fond, mentir, c'est se débattre pour se faire entendre, pour améliorer les choses et que cela comporte une grande part d'optimisme. Souvent, le personnage menteur est celui qui tente d'arranger les choses, qui désire réparer, celui qui porte la vérité du côté de la justice, du renoncement, parfois de la mort. C'est donc une façon de distiller de l'enchantement dans nos vies. Ce qui ressort de mes films est un récit où le mensonge peut être une source d'une grande énergie. Le mensonge est donc la garantie de l'enchantement et embraye la fiction. C'est parce qu'elle ment que Jeanne, jouée par Marie Trintignant dans le film Comme elle respire, c'est parce qu'elle ment donc qu'elle se retrouve embarquée dans une histoire de kidnapping. C'est parce qu'elle invente un amant secret pour sa mère qu'Émilie, jouée par Audrey Tautou, permet à celle-ci de revivre dans de vrais mensonges. Dans Liberté, c'est parce que la mère de Théo, interprétée par Adèle Haenel, c'est parce qu'elle lui raconte des histoires légendaires sur son père défunt que le petit garçon peut rêver à un papa super-héros alors qu'il était un flic corrompu. Ces mensonges font plus que falsifier la réalité pour ces personnages. Ils nous invitent, nous, spectateurs, spectatrices, à nous interroger sur les conditions d'émergence du spectacle. Par quels effets, à l'aide de quelles ficelles, entrons-nous dans la fiction ? De quelle manière le cinéaste crée les conditions d'une croyance pour que le spectateur s'immerge complètement dans la fiction ? Cette question de la croyance dans la fiction est essentielle pour comprendre votre cinéma. Comment le réel devient-il fiction ? Vous vous plaisez dans vos films à évoquer ce basculement. Deux de vos films, Les Apprentis et En Liberté, mais il faudrait évoquer aussi Comme elle respire, commencent presque sur une porte close, avec cette idée d'une histoire à inventer. Dans Les Apprentis, François Cluzet lit en voix off une lettre destinée à son ex, lettre qu'il ne cesse de raturer, de corriger pour décrire la meilleure version de lui-même. C'est tout le générique des Apprentis sur cette porte close.
En Liberté, le premier plan, une fois de plus, c'est sur une porte close qui va bientôt exploser et nous immerger brutalement dans le récit d'une descente de flics imaginaire et presque légendaire. Ces portes fermées sont des brèches pour l'imaginaire. Vous commencez ces films par un objet extrêmement banal, mais pour mieux nous dire que c'est dans l'ordinaire que peut jaillir l'extraordinaire. En ce sens, le mensonge, on pourrait dire la fiction aussi, est ce qui tend à transfigurer la réalité, ou en tout cas à l'améliorer. Dans cet art du mensonge qui est celui de vos personnages, vos films font penser au Magnifique de Philippe de Broca. Dans ce film, un écrivain miteux et sans le sou, interprété par Jean-Paul Belmondo, s'invente un double fictionnel, Bob Sinclair, interprété par Belmondo aussi, un espion ultra performant en mission au Mexique. Et il s'invente cet espion pour s'échapper de sa condition misérable. C'est par le faux qu'il s'échappe du vrai, mais c'est aussi par le faux qu'il va retrouver le vrai. La fausseté, l'artifice et le mensonge qu'il y a dans la fiction sont des éléments nécessaires à nos existences. Ils portent une rage, une énergie, une vitalité. Et je pense à cette très belle réplique finale d'Antoine à la fin dans Liberté. C'était faux, mais qu'est-ce que c'était bon. Le mensonge porte une urgence vitale, exprime avant tout un besoin de réenchanter la vie. Toute l'intelligence de votre cinéma est de promouvoir le mensonge sans l'opposer à la réalité. En ce sens, vous échappez à tout moralisme. Il n'y a pas d'opposition frontale entre la fiction et le réel, le mensonge et la vérité. Les deux se complètent utilement. L'un n'est qu'un moyen d'accéder à l'autre. Le mensonge n'est qu'un subterfuge pour parvenir à la fin que vos personnages espéraient. Il faut parfois faire un grand détour pour parcourir une toute petite distance. Ça pourrait être une très belle définition du cinéma. J'aimerais terminer en évoquant un dernier aspect de votre œuvre. Vous citez régulièrement cette phrase de Serge Danet qui vous motive, qui vous meut dans votre travail et qui vous aide à le comprendre. Je cite Serge Danet, « Les films devraient refléter l'idée d'être un être humain sur Terre ». Et vos films apportent une réponse bouleversante à cette proposition de Serge Danet. Chez vous, les êtres humains sont imparfaits, mentent très souvent, se compliquent parfois inutilement la vie, mais finissent toujours par se mettre en règle avec eux-mêmes et les autres. Les véritables héros sont ceux qui assument leur quotidien et leurs erreurs et qui décident de ne plus les subir. Les véritables héros sont ceux qui s'égarent, mais qui finissent par reprendre en main leur récit. Vos héros, ce sont aussi celles et ceux qui prennent soin des autres. Jean Rochefort prenant Guillaume Depardieu sous son aile dans Cible émouvante, François Cluzet et Guillaume Depardieu veillant l'un sur l'autre dans Les Apprentis, Daniel Auteuil essayant de sauver un José Garcia suicidaire dans Après vous, Audrey Tautou qui s'inquiète pour sa mère, Nathalie Baye dans De vrais mensonges, Catherine Deneuve qui sauve Gustave Kerverne dans La Cour, à moins que ce ne soit l'inverse. Et bien sûr, Yvonne Adal-Haenel qui essaiera de racheter l'injustice dont Antoine Pio-Marmaille a été victime dans Liberté. Leur bonne volonté les amène à multiplier les erreurs, à aller parfois à l'encontre de leurs protégés, mais leur soutien indéfectible marque bien qu'une société n'est possible sans le souci de l'autre. Et je crois que la petite bande qu'on a eu plaisir à voir et à revoir hier soir, on apporte une réponse très, très éclairante. Merci. Merci beaucoup, particulièrement à cœur. Est-ce que Pierre, tu veux réagir spontanément? Et juste une petite précision, n'hésitez pas à le faire quand vous le souhaitez. Il y a un plan qui est prévu, mais on peut partir là où vous souhaitez. Il faut juste le manifester. Je t'en prie. Non, mais tout est juste et vrai dans ce que vous avez dit. Pas de mensonge. Et c'est très émouvant d'entendre ça, parce que parfois, on n'a pas tout le temps conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on écrit. Et on comprend même parfois, une fois qu'on a fait un film, exactement de quoi on voulait parler. Même si, dans le processus, on analyse et on refait, et on recommence, et on fait avancer certaines choses dans certains thèmes, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on veut dire. Et puis on s'aperçoit que sur une dizaine de films, il y a une cohérence, il y a des thèmes, il y a des sujets. Et rien de ce que vous avez dit ne m'a contrarié. C'est exactement ce après quoi je cours. Donc ça me touche beaucoup. C'est touchant aussi parce que j'ai rarement entendu parler aussi bien de mon travail. Donc merci beaucoup. Merci. Et voilà, encore une fois, c'est jamais, il n'y a pas de surinterprétation, donc c'est ça que je trouve formidable. C'est exactement ce après quoi je cours. Merci beaucoup. Tant mieux. Donc, tout d'abord, l'idée de circulation, excusez-moi. Règle fondamentale donc, dans l'exercice d'une comédie, c'est un motif qui peut prendre la forme de la trajectoire d'un personnage, du rythme de ses pas qui donnera celui du film, la circulation d'un beau mot, de sons, de gags, etc. Ici, elle est incarnée formellement par le corps de Jeanne. Effectivement,
Celle-ci ne peut être contenue dans un espace. Encadrement de porte, salon, pièce, plan. Dans cette séquence, elle aura traversé presque la totalité des plans. Elle est continuellement en mouvement. En effet, dès le tout premier plan fixe, j'espère que vous avez fait attention, on l'aperçoit déjà. Vous voyez que même sur ce premier plan, donc c'est la seule qui est en mouvement, même de façon très fugace, très loin. Et c'est elle ensuite, dans la série de plans qui continuent, qui vont suivre, c'est elle qui va ouvrir l'espace, puisqu'elle ouvre la porte, et qui va également rouvrir à chaque fois la porte, accentuant aussi d'ailleurs un aspect vaudevillesque, qui est quand même assez intéressant. Donc, si elle est l'élément de circulation, donc dans la comédie c'est important, hein. Si elle est l'élément de circulation, ça, évidemment, ça signifie qu'elle sera également l'élément déclencheur des situations comiques. Ce qui est le cas, en fait, avec tout d'abord sa réaction, ses gestes, et puis évidemment la répartie finale, qui est excellente. Enfin, puisque c'est le mouvement, c'est ça qui est magnifique, elle est donc la vie. Et c'est donc la sublime incarnation du film. On est quasiment là, hein, dans le métacinéma, puisque c'est elle qui lance le film et c'est elle qui le domine. Voilà. Il y a aussi le corps burlesque. Alors le second motif, c'est ça qu'évidemment vous utilisez, c'est ce corps donc, qui est par essence malmené. Nous le retrouvons ici incarné par le futur ex de Jeanne, le docteur Balcon. Débordant du cadre, quand il s'agit du surencadrement des montants de la porte. Il disparaît physiquement hors champ, mais non auditivement, c'est ça évidemment qui est très amusant également, avant de réapparaître en gros plan avec ses doigts. Donc un corps morcelé, je disais, malmené, et qui est souligné par cet environnement bourgeois, sous contrôle justement grâce à cette symétrie, qui accentue l'idée de la jubilation du chaos, qui est une évidemment des autres, qui est propre au burlesque, hein, avec le corps malmené. Et enfin, le troisième motif, et qui n'est pas des moindres, en très exactement 1 minute et 20 secondes, nous avons assisté à 3 claquements de porte réussis et une tentative mettant des doigts en péril. En nous laissant ainsi sur le seuil d'une porte, donc c'est bien l'hommage du meilleur représentant actuel du cinéma français à son maître, puisque, à mon avis, vous êtes même l'unique héritier, donc on va dire français, pour pas vexer les anglo-saxons, français, mais de la comédie c'est Fustiqué d'Ernst Lubitsch. Ici en reprenant son motif favori, donc vous avez bien compris qu'il s'agissait de porte. Je voudrais juste rappeler la petite anecdote de Mary Pickford, donc grande star et productrice à Hollywood, qui le fait venir de Berlin à Hollywood et qui s'est exaspérée en disant mais des portes, il ne filme que des portes. Donc vous faites exactement donc, comme Lubitsch, c'est-à-dire que vous faites confiance à l'intelligence du spectateur en le laissant combler les ellipses, deviner, et pour mieux aussi nous prendre évidemment à revers. Déjà, dans Cible émouvante, votre tout premier long métrage en 1993, on était laissé abandonné par Jean Rochefort alias Victor Ménard au seuil d'une porte d'immeuble. Vous nous abandonniez comme ça, avant d'assister en amorche à la chute d'un corps. Voilà. Alors merci encore une fois. La première séquence, celle de Comme elle respire, c'est une séquence qui a été très très travaillée, effectivement, pour avoir cette profondeur de champ, l'arrivée de Marie, le rythme avec les talons et le sentiment que quelque chose de grave va se passer, que quelque chose de tragique l'attend avec cet homme immobile qui la fixe. Donc c'était assez compliqué à cadrer en fait. Ça paraît simple comme ça, puisqu'il ne faut pas que ça se voit. Donc voilà. Et ensuite l'arrivée et le jeu avec la porte. Alors les portes. Je pense que Lubitsch, il n'était pas fétichiste des portes, c'est pas pour rien qu'il aimait les portes, c'est que ce qui se passe derrière, c'est la sphère privée, c'est l'ellipse, c'est le hors-champ surtout, c'est ce qui stimule la curiosité du spectateur, qu'est-ce qui se passe derrière, et essayer évidemment toujours, comme là, avec le retour de 3 jeunes femmes, c'est de surprendre avec ce qu'on attend. Ça, c'est vraiment ça, la définition de la comédie. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc, ça suscite l'intelligence du spectateur, ça l'aspire dans le plan, cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on joue avec ça. Et puis moi, à chaque fois, j'essaie de trouver une ouverture. C'est fondamental. Comment on commence le film ? On en a parlé un tout petit peu hier, mais comment on commence un film ? Et tant que je n'ai pas trouvé cette exposition, cette séquence qui va donner le ton et la langue de tout le film derrière, je n'arrive pas à avancer. Donc c'était vraiment intéressant de voir cette scène. Il fallait dire en très peu de temps que
que cette femme aspirait, enfin allait vivre une vie assez bourgeoise, mais qu'elle pouvait la remettre en question en 2 secondes et s'enfuir. C'est un personnage évanescent et libre. Ouais. C'est ce qu'on appelle une mythomane vaniteuse. C'est une jeune femme qui ment tout le temps. Et là, il fallait très vite qu'on comprenne. Et j'avais besoin de donner cette information très rapidement au spectateur. Et on a eu l'idée de cette séquence et de ce découpage, enfin d'abord à l'écriture, ensuite au tournage, puis au montage, où tout se passe derrière une porte. Alors, la deuxième chose aussi, je crois que si Lubitsch, et on en parle moins, aimait autant les portes, c'est parce qu'il y a un rythme, il y a un son, les portes qui claquent, qui s'ouvrent. Alors évidemment, ça rappelle le vaudeville, mais aussi rythmiquement, c'est intéressant. On ouvre, on ferme. Vous vous trouvez à diriger presque, vous dirigez d'habitude des acteurs, mais vous vous trouvez aussi à diriger des portes, à les refermer trop vite, pas assez vite, etc. Voilà, et je me rappelle cette dernière phrase qui indique aussi la comédie, c'est bien que les docteurs souffrent de temps en temps. Elle m'est venue en pleine nuit, la scène n'était pas complète, ça n'allait pas, je me disais il manque quelque chose, je cherchais une punchline. Parce qu'elle est très importante, parce que cette phrase, elle sous-entend que cette femme a beaucoup souffert des médecins. C'est une femme qui a été internée plusieurs fois. Et quand elle part, qu'elle fracasse les doigts du mec, il n'existe plus, c'est une entité, c'est un médecin, c'est un docteur, et on comprend qu'elle a beaucoup souffert de ces gens-là. Voilà, donc c'était une ouverture qui permettait de dire beaucoup de choses, et encore une fois, d'une façon formelle. Ça paraît bizarre de dire ça. Peut-être, je suis sûr que les gens ne le pensent pas, mais moi, je pense être avant tout un formaliste. Évidemment, on écrit des scénarios, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on filme une séquence et comment on essaie de faire confiance au cinéma et comment on essaie de se servir au maximum des outils du cinéma. On va passer donc à la seconde séquence, qui évidemment, en fait, donc la séquence culte d'un film qui est culte également, hein, donc Les Apprentis, second long métrage, donc 1995. Ici, c'est le principe même de la comédie épurée, ciselée, hein, d'ailleurs issue du burlesque, présentant cet équilibre parfait entre l'émotion, intensifiée chez vous par la poésie du verbe, et le gag qui déclenchera l'hilarité. Le texte extrêmement touchant, avec cette allusion au besoin de pureté pour ces aveux amoureux de Fred, est interrompu par la brutalité et la crudité de la proposition d'Agnès, déstabilisant Fred et le spectateur, donc, avant d'achever celui-ci avec le bris en arrière-plan de la vitrine. Cette série, aveux amoureux, proposition obscène, bris de la vitrine, correspond à la règle de 3 propre à la comédie. Action, réaction, amplification. La vitrine est la métaphore du cœur d'Antoine se brisant, mais également celle de l'arrêt brutal de la phase de cristallisation stendhalienne qu'éprouvait Fred envers une Agnès digne d'un Botticelli. Ça, c'est bravo pour le casting. Hein, nous retrouvons également une circulation dans l'idée du lavage, formulation du bain désiré, la métaphorique douche froide reçue par Fred et donc le lavage à sec de l'enseigne à la vitrine ravagée. Et un autre hommage au maître, à Lubitsch. Voilà. Et enfin, est-ce que c'est le fruit du hasard? Mais si on réécoute attentivement la séquence à 2 minutes 19, juste avant le bris... Je sais ce que vous allez dire. Ah, c'est vrai? Le bruit... Il y a un bruit de projecteur. Oui, c'est un bruit de caméra Super 16, en fait. Ah, ouais. Voilà. Bon, mais donc c'est bien ça. J'ai pas, j'ai pas halluciné. Et donc, mais c'était pas voulu ou c'est quand même une mise en abîme? Vous l'avez laissé exprès? Alors, je l'ai laissé exprès, mais c'était pas voulu. Mais on n'avait pas d'argent et la deuxième caméra, parce qu'on avait... Ah, mais c'est merveilleux. On avait très peu de vitrines disponibles. Et donc, vous collez un petit pain de plastique sur la vitrine. Hein. Enfin, de plastique. C'est mon côté corse, excusez-moi. Vous mettez un pétard sur la vitrine et elle explose, mais on avait 3 vitrines maximum. Donc, j'avais très, très peur que le timing soit pas bon entre la fin de la phrase de Guillaume et l'explosion de la vitrine. Donc j'avais demandé une deuxième caméra pour pouvoir monter au cas où. Et quand j'ai entendu la caméra démarrer, j'ai dit merde, on dirait une mobilette, c'est pas possible, ça fait beaucoup de bruit. Et puis finalement, on l'a gardé pour d'autres raisons au montage, effectivement. Oui, parce que ça, du coup, pour moi, je voyais une mise en abîme et un effet déréalisant, en fait, pour Fred. C'est pour ça qu'on l'a gardé. C'est pas pour ça que je l'ai. C'était pas prévu au départ. C'était une très mauvaise caméra.
Non, mais Très bruyante, en tout cas. L'effet est génial, puisque comme vous travaillez beaucoup la mise en abîme, comme on l'a vu tout à l'heure pour Comme elle respire également, Oui, avec... mais là, surtout, il crée une attente, c'est-à-dire on se dit qu'est-ce que c'est, bon, mais après, c'est après plusieurs visions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que c'est et c'est pas grave, que c'est une mobilette, ou que c'est je sais pas quoi, ou un vélo, mais voilà. Mais après, on l'a laissé pour ça. On a dit, mais c'est pas grave, parce que c'est une scène un peu théâtralisée, une séquence, pardon, un peu théâtralisée. Alors, sur le casting, c'est très intéressant. C'était très difficile. Jusqu'au bout, j'ai hésité entre 2 comédiennes, et pour les raisons que vous avez évoquées, j'ai gardé cette comédienne-là. Il fallait que ce soit très inattendu, cette proposition. C'est une scène dont on me parle énormément, qui revient beaucoup, et c'est pas ma scène préférée, loin de là de ce que j'ai fait, parce que il n'y a aucune raison logique que la vitrine s'écroule. Et si j'en avais trouvé une, ça aurait été bien. Mais j'ai pas réussi. Et donc, là, on bascule dans le poétique un peu forcé et dans le métaphorique, sans que ce soit soutenu par une logique dramatique. Et j'ai toujours très peur ce que Rochefort appelait le poétique. Il disait c'est poétique. Et donc elle passe et les gens adoraient la scène et tout, et je l'ai gardée, mais j'ai failli la couper, cette scène. Mais j'avais besoin de la déclaration d'amour de Guillaume. Après, il y a une deuxième chose intéressante, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'ordre des séquences. Quand est-ce qu'on tourne ? Alors c'est un peu anecdotique, mais c'est très intéressant. Guillaume, ça avait été très compliqué, ce tournage avec Guillaume, que j'adorais, que je suis toujours ému de revoir, mais ça a été très compliqué. Et à un moment, on a dû arrêter, il y a eu un problème. Et on a dû arrêter le tournage, parce que Guillaume avait encore fait des frasques, et il avait disparu une semaine, enfin disparu, on savait très bien où il était, mais on avait dû soigner Guillaume pendant une semaine, et il s'était évadé de la clinique avec des draps comme les Dalton, il s'était cassé le pied, enfin un cauchemar. Rigolo après, mais sur le coup difficile. Et il avait un peu honte, et il m'a dit, alors c'est un autre truc, mais c'est vachement intéressant, il m'avait dit, Pierre, j'ai besoin de la confiance de l'équipe, et j'ai pas assuré, quoi, c'est pas bien ce que j'ai fait, je voudrais revenir avec la scène... la déclaration d'amour à Agnès, parce qu'il voulait regagner l'estime, si vous voulez, de lui-même, qu'il n'avait jamais perdu, enfin en tout cas, il n'avait jamais perdu l'estime à mes yeux, mais il voulait regagner l'estime de l'équipe, il avait honte. Et il m'a dit, je voudrais faire cette scène et la réussir, en gros, quoi. Et moi, c'était une scène auquel je tenais énormément. Et donc, on a dû réarranger tout le plan de travail pour qu'il revienne le lundi avec cette séquence et qu'on puisse tourner cette séquence. Après, alors, il y a plein de paradoxes. Hein. C'est la fois où j'étais le plus heureux en tournage, je crois, puisque j'attendais beaucoup de cette scène. Et puis, on va pour la tournée. J'avais très peur. Je me suis dit, est-ce que Guillaume, il aura le bon timing? Est-ce qu'il s'arrêtera avant de repartir? Vous voyez, c'est comme une chanson presque. Hein. Il faut vraiment des hésitations. Il faut qu'il cherche ses mots. Quand il lui dit, j'ai envie de prendre un bain quand je te vois, c'est qu'il ne se sent pas à la hauteur. Quand il lui dit... que même quand elle regarde ailleurs, elle lui manque. C'est quand même difficile, c'est un peu poétique, c'est très littéraire, donc il faut que ce soit très senti et dit avec beaucoup de candeur. Enfin, j'avais très peur de cette scène. On tourne cette scène, je dis action, il commence à parler, ça va pas, et je sais pas pourquoi je lui ai dit, j'ai jamais dit un truc pareil à un acteur, une indication comme ça, je lui ai dit respire là. Mais peut-être ça voulait dire approche-toi, parle doucement, j'en sais rien. Mais après j'avais mon casque et il disait, il a donné cette scène exactement comme je la rêvais. C'est-à-dire que chaque temps, avant de repartir et de réattaquer la phrase suivante, c'était le temps exact qu'il fallait, mais à l'image près, c'était extraordinaire. Et arrive la fin, il fallait que ce machin pète derrière. Je me suis dit, pourvu que ça marche, je voulais pas refaire... Et bam, ça explose pile dans le bon timing. Et c'est la première fois, et je ne l'ai plus jamais refait, que je suis parti. J'étais tellement heureux. Et en tournage, on est toujours sollicité. Merci, bon, je t'embrasse, et que ça sera formidable. On recommence tout. Moi, j'avais envie d'un petit moment de bonheur pour moi. C'était très bizarre, je n'ai jamais fait ça. Je suis parti un petit peu plus loin. J'étais tellement heureux de ce qu'avait fait Guillaume. Et voilà, donc c'est en même temps un merveilleux souvenir. Et puis pour moi, il y a une autre séquence comme ça que j'ai coupée dans Les Apprentis, c'est celle où Cluzet vomit un oiseau. Parce que j'ai trouvé que c'était plus Kusturica que Les Apprentis, qui avait quelque chose qui n'appartenait pas au langage du film. Et j'ai gardé la vitrine après avoir beaucoup hésité, parce que ça ne marchait pas sans, mais j'ai trouvé que la métaphore était un peu appuyée. Et puis finalement, je ne sais pas maintenant, je ne sais plus.
Alors moi, Guillaume, tu as choisi Hors de prix. voilà, c'est probablement parce que pour toutes ces raisons, ça me paraît être le film. Alors, d'une part, c'est votre film qui a connu le plus grand succès en salle, en termes de fréquentation, longuement rediffusé, et qui, par rapport à toutes ces questions qu'on vient d'évoquer, probablement est le plus pur. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un contexte historique. On a l'impression que cette comédie peut fonctionner quelle que soit l'époque. Elle est un peu hors du temps, et elle a été écrite dans ce sens. J'ai beaucoup hésité, j'ai revu bien sûr tous les films comme mes camarades, et j'ai complètement oublié la commande que Karim m'avait passée, à savoir choisir une séquence comique. Donc la question c'est de savoir est-ce que ça va faire rire ou pas. Alors c'est une séquence c'est la scène emblématique pour moi de une partie de votre cinéma et de votre travail, à savoir la séquence la leçon de séduction et de mensonge, qui est située au milieu du film vers 50 minutes, 53 exactement. Je ne sais pas si Karim a pris les 2 petites scènes avant sur le DVD avec voilà, il s'agit des 2 personnages principaux, Irène et Jean. Jean est follement amoureux de Irène depuis le début du film. Il a été prêt à tout sacrifier, son poste d'homme à tout faire d'hôtel de luxe du côté de Biarritz pour la rejoindre à Nice, claquer la moitié de son... Pas la moitié, la totalité de son argent. Il s'est endetté, enfin voilà. Avant d'accepter comme elle, puisqu'elle est une prostituée de luxe, hein, vivant au crochet d'hommes fortunés, avant d'accepter comme elle, de devenir lui-même l'homme à tout faire, le gigolo d'une vieille veuve richissime. Et on est là à un moment un peu clé du film où les 2 se retrouvent, ils ont enfin, ou presque, où ils semblent avoir à peu près le même statut, et il y a une vraie leçon de comédie, on pourrait dire, en même temps une vraie leçon de cinéma aussi. Mais alors là, pour le coup, je me suis absolument pas posé la question de savoir si elle était comique. Mais on va en parler. Ce qui m'a intéressé dans cette séquence, c'est que, somme toute, elle est très classique. C'est une série de chant contre chant avec 2 personnages dans un décor unique. La séquence dure 4 minutes, tout est tenu, très maîtrisé, à la fois en termes de rythme, de précision dans les gestes et dans les regards. J'ai cru, alors j'ai un peu perdu le fil parce qu'à chaque fois que je me fais avoir, je compte de manière très méthodique, puis au bout d'un moment je me fais emporter par les personnages et les répliques, ce qui prouve qu'elles fonctionnent extrêmement bien dans l'écriture, mais je crois qu'il y a près de 75 plans, ce qui est quand même beaucoup sur une durée si courte. C'est très rythmé, avec des plans parfois, avec des moments un peu plus lents, et puis des questions de rythme, des accélérations dans les moments où justement on attend des réactions et on cherche justement à créer le comique. Et moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est que dans la situation dans laquelle on est à ce moment-là du film, on pense que le personnage comique, celui qui est inadapté, dans le fameux tandem l'Auguste et le clown blanc, le personnage comique, et c'est l'acteur qui est choisi pour ça aussi, c'est Gad Elmaleh. Or, dans cette séquence, il y a une vraie inversion. Il est le clown blanc, celui qui, à la manière de Buster Keaton, doit rester impassible, essayer d'apprendre, de trouver... De réussir l'épreuve du rite d'initiation, de maîtriser les codes de la société dans laquelle il arrive pour pouvoir gagner la femme. C'est un peu un schéma classique de comédie. Et en même temps, c'est elle qui, tout d'un coup, prend le personnage du clown, avec, alors bien sûr un peu aidé par l'alcool, mais à la fois au niveau du rythme, de l'élocution, des mimiques. On a l'impression que c'est elle qui, tout d'un coup, devient le personnage comique, même si le rire naît en partie des réactions. Alors là, je repense au tandem Pierre Richard, Gérard Depardieu, dans les fameux films de Francis Weber, même si le rire naît souvent des réactions provoquées par le visage presque impassible de Gad Elmaleh. Voilà, donc il m'a semblé qu'il y avait 2 choses intéressantes, c'est-à-dire à la fois le rire est porté par le personnage féminin, et c'est lui qui est ouvertement le personnage qui casse les codes, enfin le personnage burlesque, et dans le deuxième temps, le rire naît également de la réaction presque d'impassibilité d'un personnage keatonien qui serait joué par Gad Elmaleh. Alors je sais, dans quelle mesure tout ça est... Je les regarde derrière vous en même temps, oui. Non, mais parce que j'ai renoncé au corps de Gad pendant le tournage. J'ai vu Gad Elmaleh sur le plateau avec Audrey. On est allé voir Gad
au théâtre, où à l'époque Gad était très puissant comme acteur, presque comme homme d'affaires. Enfin, il avait un énorme succès et je connaissais pas très bien son travail et j'avais été épaté. C'était, je trouve, un de ses meilleurs spectacles à l'époque et il avait un sens du burlesque et il jouait avec son corps d'une façon extraordinaire. Donc j'ai commencé à écrire des scènes. Par exemple, il y a une scène où il est avec une... Donc lui, c'est un ancien serveur dans un restaurant, dans un hôtel, et puis il est avec... Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui épouse quelqu'un comme on épouse une forme. Il devient comme elle par amour pour elle. Elle se prostitue dans des hôtels de luxe sur la Côte d'Azur. Il la suit. Il y a une rencontre, il y a un malentendu, puis il la suit sur la Côte d'Azur et il devient comme elle. Il devient un gigolo comme ça. Et à un moment, il déjeune avec... où il prend le petit déjeuner avec cette femme qu'il l'a levée, entre guillemets, comme ça, à l'hôtel quand il n'avait plus d'argent. Et chaque fois qu'elle lui demande quelque chose, il se lève, ou si quelqu'un appelle un serveur, il se lève. Et je comptais vraiment jouer avec ça. Pareil, dans le hall de l'hôtel, dès que quelqu'un sollicite quelqu'un, lui sort de son rôle et reprend son ancien rôle de serveur. Et je me suis rendu compte que Gad était très à l'aise sur un plateau avec son corps et avait un timing incroyable, mais que sur le plateau de cinéma, j'entends, c'était moins facile, il était moins à l'aise. Et c'est Audrey qui est devenu le corps comique et c'est Gad qui est devenu la réaction, le clown blanc. Alors il y a quelques mimiques, mais par exemple cette scène, alors on a passé beaucoup de temps au montage, je ne sais pas si tu t'en rappelles Isabelle, mais c'est un petit peu long, mais parce que je demande à Audrey de jouer quelque chose d'incroyable. Elle lui apprend à séduire, on croit que lui apprenant à séduire, elle-même commence à être séduite, puis ensuite on s'aperçoit que c'est un artifice jusqu'à ce que ça ne le devienne pas. Donc c'était tout un truc un peu ambigu, un peu comme dans la scène dans le film de Louis Carrel, dans L'Innocent, où en jouant une scène d'amour, il tombe amoureux. Là, c'était ça l'idée, sauf que lui, après, il est rappelé à l'ordre et il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un bon ouvrier. Et ça sonne, il s'en va. Voilà. Et elle a cette liberté, elle lui en veut de... Voilà, le rapport entre les deux s'inverse à la fin. Donc c'était une scène très difficile à monter, très difficile à jouer. Et je peux vous dire que vraiment, Audrey Tautou, je ne sais pas si les gens ont réalisé à quel point Audrey Tautou était une immense actrice. Et elle a toujours été prise un peu comme ça. Je pense que c'est L'Ombre qui a fait le film de Jeunet, Amélie Poulain, mais pas voir sa nuance, son expressivité, son timing, sa sincérité, dans Liberté, elle est très émouvante. C'est vraiment une actrice extraordinaire. Et en face, du coup, je montais plus Gad, qui avait moins d'expérience que vous le pensiez. Que je le montais plus et elle un peu moins. C'est pour ça aussi qu'il y a des plans plus longs sur elle et plus brefs sur Gad. Et j'ai repensé à cette séquence, je sais que j'en est en train de dépasser, mais je garde 2 minutes. J'ai repensé cette séquence pour questionner le rire. Je me suis dit, et si à la place de Gad Elmaleh, qui est effectivement, la situation est comique, mais il faut aussi tenir le rythme de la comédie sentimentale ou romantique, et c'est une scène clé pour aussi faire avancer le récit sur ce plan. Et je me suis imaginé avec un autre personnage à la place de Gad Elmaleh, et non pas Buster Keaton, mais par exemple Pierre Richard. Et si on avait eu Pierre Richard en face de... Alors peut-être que je dis bien qu'on enlève Pierre Richard avant, hein, mais dans cette séquence-là, probablement qu'un visage beaucoup plus connoté burlesque aurait produit du comique à 100%, alors que là, on est justement, on est à la frontière. Ouais. On est à la frontière entre une comédie sentimentale et l'idée que peut-être il faut faire croire à la comédie romantique, à ce qui se joue là entre eux, l'amour, et des réactions comiques. Non, il me fallait ce qu'on appelle un jeune premier. Il fallait qu'il l'aime aussi. C'était super compliqué. Et Audrey, à cette époque, est une actrice qui n'est pas sexuée. Au fond, elle est abstraite. Elle joue que dans des rôles, elle joue des personnages complètement abstraits. Donc il fallait tenir ce pari. Parce qu'elle joue quand même une prostituée, donc il fallait qu'elle devienne un objet de désir, une femme comme ça qui vampe un peu les gens, qui les séduit dans des salons, etc. Donc il fallait amener Audrey là. Je voulais voir si elle pouvait sortir de ce jeu un peu. Elle pouvait tout à fait, mais je ne le savais pas, enfantin et voilà. Et aller vers devenir une femme. Et Gad, il fallait que ce soit un jeune premier. Donc il fallait qu'il y ait l'équilibre, si vous voulez, qu'il y ait une histoire d'amour possible. Et à chaque endroit, le film posait ces questions-là. Par exemple, Gad a une aventure avec une femme comme ça qui rencontre... Il fallait trouver le personnage juste. C'est en voyant Un Américain à Paris que j'ai casté cette femme. Il fallait que ce soit juste, que ce soit crédible. Enfin, à chaque endroit, le film posait cette question-là, celle du désir.
Voilà, et puis après, évidemment, faire une comédie. Donc, c'est-à-dire que dans la comédie, vous avez un impératif un peu trivial, c'est que vous devez... Il y a quelque chose qui rend la comédie démocratique, et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est il y a un impératif d'efficacité comique. La comédie, c'est une promesse au spectateur, et il n'y a rien de plus embarrassant qu'une scène pas drôle, parce que le spectateur est un spécialiste. Maintenant, les spectateurs sont des spécialistes des images. Ils sentent très bien là où vous voulez les emmener. Ils attendent quelque chose. Donc, encore une fois, surprendre avec ce qu'on attend, mais faire rire. Et s'il y a une déception, je vois où il m'amène, et puis c'est pas drôle du tout, c'est terriblement embarrassant. Merci à vous trois, Guillaume, Jeanne et Adrien.